Vue sur rue. Tout part d'un petit boîtier caméra fixé sur la fenêtre du bureau. Ce boîtier compte le nombre de voitures, mais aussi de motos, de vélos ou encore de piétons qui passent devant la fenêtre. Cela nous permet de mieux comprendre la fréquentation de la rue, quels sont les modes de transport les plus utilisés, les horaires les plus fréquentés et bien d'autres informations. Ce boîtier a été créé par la société belge Telram qui développe des dispositifs de comptage de trafic pour encourager la participation citoyenne. Pour mieux comprendre cette démarche, je rencontre aujourd'hui Laurens van der Keulen qui travaille chez Telram. Dans cet épisode, nous discutons de comment la production de données permet d'instituer une nouvelle forme de dialogue entre les collectivités et les citoyens. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Laurens, bonjour. Bonjour. Laurens, vous travaillez pour la société belge Telram. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots cette société et puis le produit et les services que vous vendez? Oui, mais Telram, c'est un peu un projet qui a dérayé en sens positif. Donc, c'était juste une petit projet, une petite idée qu'on avait dans nos têtes, étant des professionnels en mobilité, tous, mais en même temps aussi des citoyens. Et puis, on avait vu des initiatives sur la qualité d'air et on a vu que dans notre travail quotidien, on travaille pour les villes, les communes, en faisant des études. On avait vu qu'il y avait un petit créneau, un petit chose qui manquerait encore dans des données, c'était des données multimodales. Et puis on avait dit, nous avons tous des capteurs chez nous sur la qualité d'air, et si on peut créer quelque chose qu'on peut fournir aux citoyens qui ont un intérêt particulier dans la mobilité, si on peut fournir quelque chose en leur soutenant, on peut peut-être en même temps aussi fournir ces données qu'on manquerait comme professionnels. Et ça, c'était l'idée folle à l'époque qu'on a fait. Et on a fait le premier projet il y a 5 ans, sans le but de devenir une société, juste par curiosité, si effectivement cette idée pouvait marcher. Et puis, voilà, ce premier projet a déjà démontré, on avait 100 capteurs Telram à diffuser et on avait plus de 200, même 250 volontaires. Donc, ça a montré l'intérêt au niveau des citoyens. Et puis après, on était aussi surprenus par l'intérêt des autorités publiques, des communes, des villes qui voulaient avoir ces données pour leur territoire, pour les différents professionnels. Et oui, voilà. Maintenant, ça arrive au fait que nous sommes devenus une société avec 8 collaborateurs et nous sommes actifs dans une quarantaine de pays. C'était jamais le but, mais voilà, nous sommes y arrivés et voilà, c'est encore plus intéressant aujourd'hui. D'accord. Et du coup, vous travaillez exclusivement avec des collectivités et des autorités publiques ou vous faites aussi avec juste des citoyens ou plutôt des entreprises privées On travaille avec toutes les personnes, des professionnels, mais aussi des citoyens qui ont un intérêt dans la mobilité. C'est-à-dire, soit c'est un intérêt professionnel, vous êtes en train de faire une étude et vous avez besoin d'un capteur pour mesurer quelque chose que vous êtes en train de faire, comme bureau d'études, mais aussi comme collectivité.
Mais aussi, on offre notre senseur aux citoyens, hein, donc un citoyen particulier peut l'acheter via notre site web et on l'offre l'accès aux plateformes gratuites parce qu'on craint aussi aux sciences citoyennes et on craint au fait que des individuels par ce senseur capteurs peuvent avoir peuvent le mettre sur un piédestal et peuvent avoir une communication, des liens directs avec l'autorité. Donc, pour nous, c'est aussi ça notre but, non seulement servir ce service professionnel aux autorités, soit collectivités, bureaux d'études, mais aussi permettre aux citoyens d'avoir leur propre Telegram chez eux et avoir ces données de haute qualité devant chez eux. Donc, ça, c'est le but. Bah, à Dixit, d'ailleurs, on a pu tester un de vos capteurs, parce que pendant quelques semaines, je pense même moi, on l'avait au bureau. Et c'est très rigolo de voir, donc ça comptabilise les voitures, les camions, les vélos, les piétons. Et juste, on a remarqué que des fois, il manque peut-être un peu de précision. Notamment, nous, on a des branches devant la fenêtre. Je pense que ça joue un peu sur la caméra. Est-ce que du coup, ça pose pas de problème que la donnée, elle ait une légère marge d'erreur sur le long, enfin sur. Oui, c'est tout à fait pertinent, hein. Donc, on peut lancer un senseur, un capteur, mais ça doit être aussi pertinent les données qui en sortent. Il y a deux choses, hein. Donc, on nécessite un citoyen et on nécessite aussi un lieu qui match avec les critères, parce qu'il y a certains critères qui doivent être respectés parce que c'est un système qui est basé sur des détections caméra. Donc, un vue claire, ça me semble tout à fait important, hein, comme critère. Peut-être chez vous, c'était pas encore le cas, mais c'est aussi quelque chose qu'on vérifie, hein, pour les projets qu'on fait. On vérifie que les termes qu'on va distribuer sont sur des lieux pertinents. Et puis, deuxième élément, est-ce que les données sont valables? Ouais. Il y a des systèmes haut de gamme, hein, donc ça, il y a des autres systèmes qui vont faire la même chose, qui sont tout à fait performants dans ce qu'ils font, mais qui vient aussi avec un prix. Et on peut offrir une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle, mais en réalité, le senseur, le matériel coûte quelques centaines d'euros, donc c'est pas énorme. Et ça permet aux autorités d'avoir des réseaux plus denses, effectivement avec une taux de détection qui est légèrement plus bas, hein, certainement pour les modes plus difficiles comme le piéton, c'est le mode le plus simple, c'est le plus difficile à mesurer. Euh, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir des évolutions, des trends, ce qui est pas possible avec les systèmes haut gamme qui doivent surtout installer sur un certain lieu et puis les déplacer et ça leur offre pas une vue très profonde sur ce qu'il arrive sur un certain territoire comme une ville. Et avec Telram, on peut offrir cette histoire complémentaire, c'est-à-dire il y a ces systèmes haut gamme qui existent, qui peuvent mesurer les flux sur des points clés, des carrefours essentiels. Mais nous, comme Telram, on peut offrir des comptages sur des rues résidentielles où avant, il n'y avait pas encore des comptages. Et c'est la chose qu'on a aussi pu identifier ici en Belgique. Les villes étaient tout à fait aveugles sur ce qu'ils arrivaient sur les rues résidentielles, les rues typiques où beaucoup des mesures dans la mobilité sont situées, hein, comme les zones 30, les pistes cyclables, les rues scolaires, ça se situe surtout sur ces rues résidentielles, mais on ne va pas encore les donner. Donc, on peut offrir ce type de données avec une taux de détection qui est acceptable, mais qui n'est pas 100% comme tous les. Donc, voilà, ça leur permet d'avoir des données pour commencer avec à mesurer. Donc ça, c'est ce qu'on offre comme tel. Oui, effectivement. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que ça permet d'avoir une vision sur le long terme, enfin les évolutions sur le long terme, et en plus, vu que ça coûte moins cher aux collectivités, ça permet aussi d'en avoir plus et donc d'aller dans des lieux où avant ils n'allaient pas forcément faire les comptages. Effectivement, donc ça offre ces deux opportunités de mesurer dans la longue durée, ce qui est, on a quelques communes, quelques villes qui sont déjà en train de mesurer pour 3 années, et ça démontre des évolutions très intéressantes, hein. Donc, une période post-Covid, même pendant Covid, on a fait des mesures, c'est tout à fait intéressant de voir ce que ça donne en termes des évolutions, hein. On parle beaucoup des reports modaux, mais si on veut le mesurer, c'est quelque chose qui change pendant des années et on veut avoir les données pour voir si effectivement on va dans le bon sens ou pas et si on doit encore intervenir comme autorité pour
encore avancer des autres mesures aussi. Ben, voilà. Donc ça, c'est la longue durée qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut aussi voir des externalités sur la courte durée. Hein. Donc si seulement, ben voilà, nous sommes très proches de la rentrée, ben les mois précédents, certainement avec les JO en France, ça va pas être très des points de référence très objectifs. Parce qu'il y a beaucoup des externalités. Voilà, donc ces éléments, le fait qu'on mesure la longue durée permet d'identifier les externalités qui peuvent être là pour une très brève période. Et vu qu'on peut mesurer aussi très dense, ça peut très bien identifier l'effet spillover. Donc, si effectivement si on coupe un certain rue, aussi on va installer une piste cyclable, si effectivement il y a des changements dans des rues avoisinantes, ce qui est toujours quelque chose qui est beaucoup proclamé. Et avec Telram, on peut effectivement mesurer si le fait d'introduire un rue scolaire dans une certaine rue, si effectivement ça bénéficie l'ensemble d'un territoire. Et on a pu le faire et on a pu effectivement identifier que le trafic ne s'est pas dispersé un à un, mais effectivement, il y a moins de trafic aussi dans les rues avoisinantes. Donc, c'est intéressant, en tout cas, de pouvoir voir ces évolutions pour les autorités, mais aussi pour les riverains. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Telram. Voilà. Comme système. Ok. Pour que nos auditeurs et auditrices ils puissent bien visualiser l'utilisation de cet outil, est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un exemple de projet que vous avez réalisé avec une collectivité ou... Oui. Ben, on fait des projets d'une grande taille, c'est-à-dire un métropole qui veut faire le monitoring pour plusieurs années sur tout leur territoire. Donc, ça veut dire quelques centaines de senseurs qui vont être déployés sur une très grande échelle. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que ça leur permet de vraiment avoir le vue hélicoptère, c'est-à-dire un vue très 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 large, très méta. Et puis on a des plus petits projets comme il y a un plan circulation quartier qui va être mis en œuvre et puis la commune avec 5 ou 10 Telram en installant dans un quartier, ils veulent voir ce que ça donne sur le terrain. Mais aussi d'avoir un pré-diagnostic. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup oublié. Seulement en faisant une certaine intervention, il se réalise, mince, on a besoin de données et puis voilà, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour beaucoup d'autorités ici en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Pour avoir une période avant, on peut mesurer le statut comme il est. Et puis, il y a certaines interventions comme une plan de circulation, comme la ville de Bruxelles qui ont introduit un plan de circulation dans leur centre-ville et où on a fait le monitoring l'été passé de cette mise en œuvre avec une période avant, avec une période où toute cette plan de circulation a été introduit et aussi avec toute une période après pour voir comment il y a des évolutions dans le trafic. Donc c'est ça qu'on a fait pour la ville de Bruxelles, voilà très concrètement. Ok. Mais il y a aussi des villes qui sont en train de mesurer leur plan climat parce qu'ils sont en train de créer un plan climat avec un component mobilité bien clair et ils veulent faire le monitoring pour plusieurs années de cet rapport modal effectivement et comme ça il installe 10-20 Telram sur leur territoire et ils vont vraiment mesurer pour la longue durée et avoir aussi un reportage sur toutes les autres mesures qui sont en introduire à bénéficier pour le mode actif pour voir si ça a des évolutions, ce qu'ils veulent. Hein. Donc ça, c'est des projets très concrets ou plus concrets qu'on fait. Et au début de l'entretien, vous me disiez que c'était un outil qui était aussi à destination des citoyens. Donc, est-ce que quand les collectivités, en fait, elles décident d'installer les senseurs, en fait, elles les installent sur des bâtiments publics ou elles les installent directement chez des citoyens volontaires? Ben, les deux sont possibles, mais en tout cas, on voit que la plupart travaillent avec des citoyens. Hein. Mais il y a deux raisons pour le faire. Hein. Donc,
Nous, comme Telram, on a créé un senseur qui n'est pas sur un niveau ingénieur. C'est vraiment quelque chose qui est très simple à être installé, c'est branché. Et en réalité, tout le monde peut le faire, hein. Donc, c'est aussi un de notre buts, c'est de créer quelque chose de science citoyenne, mais aussi à un niveau qui est très très simple, le plus simple possible, avec un matériel qui a du haute technologie, mais qui est à l'intérieur du capot. À l'extérieur, c'est très simple. Donc ça, c'est le but. Et effectivement, en réalité, ça permet aux communes, si effectivement la ville de Bruxelles, ils démarrent avec un projet, ils vont faire un appel aux citoyens dans certaines zones pour dire, bah voilà, on a ces senseurs, on va faire ce plan. Est-ce que vous, comme citoyen, vous êtes partant d'y participer, de mettre à disposition votre fenêtre et alors installer cet outil? Et en réalité, la plupart des communes ou des autorités avec qui on travaille, ils travaillent avec leurs citoyens, leurs riverains, pour les engager dans notre projet. Il y a deux raisons pour le faire, hein. Il y a un réseau philosophique, c'est-à-dire science citoyenne, engager les citoyens, leur intégrer dans le processus, ça rapporte. Il y a certaines communes ou la plupart des communes qui sont convaincues par cet élément, et les autres qui disent, et ça c'est un élément plutôt pragmatique, mais c'est aussi vrai, hein, quand les citoyens installent le senseur chez lui ou chez elle, ça permet que cet citoyen fait la gestion, fait l'intervention, fait le monitoring pour voir si ce matériel marche encore. Et effectivement, ça permet de mesurer pour la longue durée grâce au support que cet citoyen rend au dispositif. Et si effectivement, si on doit dépendre d'un ingénieur ou même du personnel de l'équipe qui doit faire ça coûte beaucoup d'argent, et ça permet aussi d'économiser, hein. Ça, c'est aussi un des grands avantages. Les citoyens sont tellement intéressés par les données de mobilité dans leur rue, ce qui est tout à fait valable parce qu'ils ont toutes les données qui sortent aussi pour eux, qu'ils veulent même rendre comme bénévoles, soutien au projet par l'installation, regarder ce que ça donne et même faire des analyses, leurs propres analyses. Donc ça, c'est un écosystème qui marche très bien parce qu'en réalité, tout le monde gagne, hein. L'autorité gagne, les professionnels gagnent parce qu'ils ont des données plus pertinentes, mais aussi les citoyens gagnent parce qu'ils ont accès aux données, même non seulement les citoyens qui comptent, mais tous les citoyens ont accès aux mêmes données. Donc voilà, ça c'est le petit écosystème qu'on a créé et qui marche assez bien, même s'il y a effectivement, il faut pas vous cacher qu'il y a certaines communes qui ont un peu peur, hein, de travailler avec les citoyens. C'est bien normal aussi parce que c'est pas quelque chose qu'ils font avant, certainement pour les comptages mobilité, c'est quelque chose c'était quelque chose qui était sur le niveau ingénierie avant, hein, et donc, on peut leur convaincre pour le faire, et puis en le faisant, ils sont convaincus que ça rapporte les bénéfices qu'ils ont. Voilà. Et donc, en plus de fournir des données sur la mobilité, est-ce que cet outil permet d'animer une nouvelle forme de dialogue citoyen, en fait, entre les autorités et puis les citoyens des villes? Tout à fait. Donc ça, c'est aussi Telram, que certains éléments dans notre ADN, est un des éléments, c'est la science citoyenne, mais l'autre, c'est les données ouvertes. Donc toutes les données de tous les compteurs, capteurs qui sont en train de compter aujourd'hui sont live, accessibles sur notre site. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'effectivement, si la ville de Bruxelles, ils vont installer ces capteurs, pour nous, il est important, et aussi pour le débat public, il est important que tout le monde dispose des mêmes données. Donc, non seulement le compteur, la personne qui est en train de compter chez lui ou chez elle, mais aussi la ville, tout comme toutes les parties intéressées concernées. Ils peuvent consulter les comptages en live. Et ça, c'est le point de départ pour le débat public, hein. Donc, ça, c'est important que tout le monde, toutes les différentes parties disposent des mêmes données. Et puis, le processus politique commence, et ça, c'est où on termine comme Telram, parce que notre rôle, c'est de fournir les censeurs, les données, et puis il y a les autorités, les échevins, les maires adjointes, c'est en France, voilà, les maires adjointes qui prennent leur rôle d'intégrer ça dans leur politique, et voilà. Mais en tout cas, l'élément d'avoir les données ouvertes, c'est très important pour nous. Parce que voilà, ça aide au débat. Il n'y a rien derrière les coulisses en termes de données. Tout le monde dispose des mêmes
parce que aussi on voit que ça va dans les deux sens aussi, hein, donc parce que on a une expérience avec quelques soixantaine, même 70 de projets avec les autorités ici en Belgique. Et puis on voit qu'effectivement ça permet à éclaircir certains éléments qu'ils n'avaient pas encore une vue, hein, vu que maintenant on a les données. Ah oui, ça on n'avait pas attendu. Et puis, vice-versa, il y a certaines personnes qui sont très vocales vers euh, leur commune, hein, pour dire, ben voilà, on a un fort problème dans certaines rues. Et puis, quand on va vers les comptages, ben, peut-être le problème dans les rues avoisinantes est encore plus grand. Et ça permet aussi de mettre tout en perspective et peut-être les pressentiments qui existent autour de la mobilité sont pas soutenus par les données. Ok. Et ce qu'on peut faire, c'est fournir ces données pour permettre aux gens d'avoir une vue plus claire sur la mobilité dans un certain quartier, dans une ville. Voilà. Et puis j'imagine que le fait que les données elles puissent être produites par n'importe quel citoyen, puisque n'importe qui peut acheter un tel RAM et le mettre à sa fenêtre et compter les voitures qui passent devant chez lui, le fait que ce soit des données donc qui soient à la fois open sourcées, enfin il y a une transparence et puis que tout le monde puisse les produire, j'imagine que du coup elles sont moins contestées dans des réunions publiques ou ce genre de choses, parce que vu qu'on sait comment elles sont produites, j'imagine que c'est un peu moins contestable par l'opposition ou ce genre de choses. Oui, parfois on assiste à ce type de réunion parce qu'il y a aussi des autorités ou des communes, comme la ville de Bruxelles, mais aussi parfois des autres villes qui, après une certaine période de comptage, veulent faire un atelier ensemble avec ces citoyens pour faire une co-design, co-analyser les données. C'est ça qu'on a fait pour Bruxelles. Et dans ces réunions, nous sommes suisses, hein, nous sommes très neutres, hein, nous sommes basés sur les données et nous avons une vue externe pour regarder seulement les données, pour baser certaines observations, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement apprécié par les autorités, mais aussi par les citoyens, parce que voilà, on a ces données et nous avons une manière de regarder ces données qui peut assister à cette analyse neutre, hein, sans niveau politique ou sans niveau pressentiment qui est là. Donc c'est apprécié en tout cas. On se limite aussi à cette rôle, hein, donc on va pas faire euh, des plans concrets pour adapter une certaine circulation. Nous on fournit les données et puis c'est à autre partie de prendre le relais et d'aller vers des autres démarches, hein. Donc ça c'est bien clair que notre rôle est limité à des données. Euh, voilà. Et est-ce que, désolé, Oui, pas de est-ce souci. que ces capteurs, ils peuvent également être utilisés pour faire de la sensibilisation auprès de citoyens qui sont... Enfin, parce que j'imagine que ceux qui achètent enfin, ceux qui achètent des Telram sont des gens qui sont déjà concernés par la mobilité ou en tout cas qui s'y intéressent. Mais du coup, est-ce que ça peut être aussi un outil de sensibilisation vers des populations qui se sentent peut-être un peu moins concernées ou... Oui, tout à fait. Donc, on a déjà parlé des données, mais peut-être c'est important. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces données? Parce que ce sont des données multimodales, ça veut dire que on mesure non seulement les voitures, mais aussi, comme vous avez déjà dit, les piétons, les deux roues, et les poids lourds. Mais on mesure aussi une vitesse. Donc, il y a différents éléments qu'on peut mesurer, et ce sont des éléments qui aident à cette sensibilisation, parce que parfois je vais vous donner un exemple. On a une rue assez centrale à Bruxelles qui s'appelle rue de la Loi, hein, donc c'est tout près du Parlement. Et quand on voit la rue, on voit que c'est une rue principalement utilisée par les voitures. Par gabarit, hein, on voit que des voies très larges pour les voitures, une piste cyclable qui est là, mais qui à l'époque c'était encore plus petit, mais maintenant il y a une piste cyclable plus large. Et quand on demande tout le monde quel est le mode le plus fréquenté dans cette rue, tout le monde va dire voiture. Quand même, quand on regarde les données, on voit que sont dans les heures de pointe, donc le matin et la soirée, il y a plus de vélos que des voitures qui passent à une certaine heure. Et ça aide dans cette sensibilisation, hein, parce que quand on peut présenter ces données aux personnes, ils vont se réaliser, mais en réalité, tandis que c'est une rue qui est principalement donnée aux voitures, à certains
heure, effectivement, il y a plus de vélos parce que ça va, c'est plus fluide. Je peux imaginer aussi à certains points de heure de pointe, mais voilà, ces éléments, ça aide aussi. Parfois aussi parce qu'on peut mesurer la vitesse. Ça peut aider avoir des chiffres sur la vitesse effectivement roulée parce que si on a une zone 30 ou une zone 50 dans une certaine rue, on sait tout qu'il y a certaines voitures qui ne les respectent pas. Mais vu qu'on peut mesurer les 10 000 ou les 15 000 voitures qui passent dans une semaine, on peut avoir des chiffres très basés sur des données pour montrer effectivement à la grande échelle si effectivement la limite de vitesse est respectée ou pas. Et parfois, c'est très effrayant ce qu'on voit. On voit que la moyenne est 10 ou 15 kilomètres à l'heure plus vite que prévu. Donc, dans ce sens-là, on voit peut-être il y a une marge pour intervenir. Et puis, dans des autres, on voit qu'effectivement, peut-être, il y a quelques-uns qui respectent pas. Mais sur la grande échelle, la plupart des voitures ou ce sont pas des voitures, ce sont des personnes dans la voiture, des chauffeurs, respectent cette limite de vitesse. Donc, ça aide aussi à la sensibilisation pour dire, c'est pas flasher qu'on fait, c'est seulement rendre ces données disponibles aux citoyens, mais aussi aux autorités pour voir ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça marche ou ça marche pas, et est-ce qu'on doit intervenir. Et c'est effectivement cette sensibilisation grâce aux données qui est qui peut être explorée par tout le monde. Par toutes ces données que je viens de vous expliquer, ils sont librement accessibles via notre site et tout le monde peut faire sa propre analyse et le représenter. Et ça aide effectivement. Et oui. Et dans les exemples que vous donnez, donc vous donnez beaucoup d'exemples d'autorités qui font les démarches d'acquérir des telles rames. Est-ce que, à l'inverse, vous avez eu des retours de citoyens qui, enfin, c'est pas les autorités qui sont allées voir les citoyens, mais c'est l'inverse, c'est les citoyens qui sont allés voir les autorités en disant, on a des telles rames, on a remarqué tel problème ou. Oui, on a un cas très intéressant qui est un cas français même. C'était le premier groupe de citoyens à Bretagne, à Châteaubourg, donc pas loin de Rennes. Eux, ils ont acheté eux-mêmes comme NGO, je crois. L'NGO s'appelle Agitateur. Donc, ils sont un groupe de citoyens qui travaillent sur l'écologie. Donc voilà, ça c'est leur but. Et eux, ils ont acheté certains compteurs Telram et l'installé sur leur territoire. Ils ont aussi fait leur propre analyse et ils ont effectivement fait un grand travail de dissémination et d'analyse vers une certaine mesure politique qui était en train de mettre en place. Ça, c'était dû au fait que certains grands travaux de routières qui étaient situés autour de Châteaubourg, et puis on a pu faire une analyse pour dire la proposition qui porterait l'autorité n'était pas très sensible, basée sur les données que eux-mêmes ils avaient captées. Donc c'est aussi l'inverse, ça marche tout à fait aussi. Et on a certains exemples, et l'exemple français est très intéressant parce qu'effectivement à Châteaubourg, ça permet en tout cas de démontrer, basé sur les données, qu'une certaine proposition qui était là au niveau d'autorité n'était pas peut-être la proposition le plus sensible, basée sur les données. Donc voilà, c'était très très intéressant. Ils ont vous pouvez toujours le chercher sur leur site web parce qu'ils ont fait des blogs et tout ça sur ce thème-là. Et même aujourd'hui, il y a encore les Telram qui sont encore là parce que cette histoire-là, je parle il y a bien 2 ans, peut-être même 3 ans que ça a déroulé, mais en tout cas, encore aujourd'hui, il y a des comptages à Châteaubourg qui sont en train d'être faits par Agitateur en collaboration avec l'Université de Rennes, qui sont en train d'utiliser aussi ces données pour leur recherche. Okay. Donc, tous ces différents éléments se touchent, non seulement les professionnels, les autorités, mais aussi la recherche. Ils sont fortement intéressés à une grande échelle, d'avoir les données
mobilité pour l'intégrer dans les modèles qualité d'air, modèles trafic, modèles climatiques. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un très, très bel exemple français. Et c'est un super outil, je trouve, que vous avez développé, puisque ça permet non seulement d'avoir des données très intéressantes sur la mobilité et qui sont, je trouve, assez complètes, parce que du coup, comme je disais, on a pu les tester à Dixit. Et donc, on a en temps réel tout le temps le nombre de vélos, de camions et de voitures qui sont passées. Et en plus, on a donc sur le site, on peut retrouver une espèce de tableur avec des graphiques et toutes les données très détaillées. Mais en plus de ça, comme vous l'avez expliqué tout au long, ça permet de revoir en fait les modalités de consultation et la place du citoyen en fait dans la prise de décision, puisque c'est une donnée qui est appropriable par tous et toutes, et donc du coup, on peut plus facilement aller voir les autorités ou contester en tout cas les projets des autorités public. Donc, je trouve que ça inverse un peu le rapport de force et c'est très intéressant. Oui, et on voit aussi qu'au niveau des autorités, la plupart sont très accueillants, hein, parce qu'ils sont pas dans une mode antagonistique. Hein, donc, c'est pas les citoyens vers ou versus les riverains. Mais en tout cas, on voit que la plupart des autorités avec qui on travaille, ils voient ça comme une opportunité pour travailler avec ces citoyens d'une manière qui est basée sur les données, parce que parfois l'interaction qu'une certaine commune ou un certain conseiller en mobilité ils ont, c'est répondre à des emails, faire des réunions citoyens, mais c'est pas très dynamique dans ce sens-là. Et en offrant un théorème ou une méthode de mesurer, c'est quelque chose qui renouvelle un peu la dynamique et c'est dans de bons esprits que beaucoup de ces des projets se déroulent. Euh, voilà. Ça Donc permet d'avoir un dialogue plus régulier en fait c'est ça. entre les deux, et des temps d'échange peut-être plus réguliers, donc moins d'animosité En des tout deux cas, c'est côtés. ça qu'on peut constater, hein, comme observateur neutre. On peut voir qu'en tout cas, avoir cette dynamique Telram, comptage avec le Telram, ça permet effectivement de révitaliser un peu les dynamiques qui sont parfois un peu, euh, ben, je ne veux pas dire pourries, mais en tout cas antagonistiques entre la ville fait ça et les citoyens font ça. Mais si on discute des données, en tout cas, on va vite réaliser que ben voilà. Les deux parties ils sont intéressées par les données et les deux parties veulent avancer vers une meilleure mobilité pour tout le monde, hein. Donc, c'est ça qu'on réalise en tout cas que cette dynamique, c'est très intéressant pour nous, pour constater que ça aide un peu. Euh, on a aussi des zones police qui en Belgique qui ont leur propre flotte de Telram, qui sont en train de le diffuser suite aux plaintes, hein, parce que parfois les zones police reçoivent aussi parfois des plaintes sur la vitesse. Et puis, ils peuvent mettre à disposition un compteur Telram, un capteur Telram à une certaine personne qui plante pour dire, ben voilà, on va mesurer, on va voir ce que ça donne en termes de vitesse, et puis on va regarder les données, on peut proposer une solution, pas une solution qui fixe tout, mais mais en tout cas quelque chose on a les données pour discuter sur les mesures à prendre. Donc c'est aussi une dynamique qu'on n'a jamais pu croire que même les zones police ont des Telram, mais en réalité c'est ça qu'on voit aussi qu'on va leur ajouter, parce que pour eux, ouais, regardez du point de vue de zone police, ils ont des ressources limitées, et s'ils ont des données, ils peuvent mieux focaliser leur action. Oui. Et ça leur permet de peut-être proposer soit effectivement qu'il y a des personnes qui vont se rendre sur le terrain pour peut-être flasher, peut-être sur la vitesse, hein, mais peut-être aussi de dire, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt au niveau de la ville, hein, les panneaux doivent être plus clairs, tout ça. Voilà, donc... Oui, on revient sur cette idée de sensibilisation un peu... Non seulement sensibilisation des citoyens, mais aussi peut-être sensibilisation des professionnels, des autorités, parce que ce qu'on voit dans les données, c'est aussi quelque chose qu'on constate, hein, parce que aujourd'hui on a
des données sur 5000 lieux qu'on a pu déjà collecter. Donc, la masse devient aussi intéressant en soi. Hein, donc, la masse de données qu'on a collectée, on a plus de 5000 lieux, on a pu mesurer et on peut aussi faire des analyses à cette échelle-là, donc au niveau méta. Ce qu'on peut voir, en tout cas, sur les statistiques de vitesse, c'est surtout la matinée et la soirée où les vitesses sont les plus élevées. Donc, c'est-à-dire avant 8 heures et après 19 heures, 20 heures du soir. C'est quelque chose qu'on voit presque pour tous les Telegram. C'est intéressant comme observation. Oui. C'est intéressant pour la zone police. C'est intéressant pour peut-être c'est pas très intéressant de faire un marathon de flash à 11 heures du matin. Peut-être ça sera plutôt à 6 heures du matin qu'on doit vraiment aussi sensibiliser parce que c'est ça le but, faire une sensibilisation. Peut-être plutôt les personnes la matinée sont susceptibles à cette sensibilisation. Donc c'est aussi ces données aident d'avoir une vue plus claire. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un conseil lecture pour nos auditeurs et auditrices? Oui, j'ai un peu cherché. J'ai lu un livre très intéressant. C'était en néerlandais, mais j'ai un peu regardé si effectivement il y avait déjà une traduction française. Ça n'existe pas encore, mais récemment il y a une traduction anglais, mais aussi une traduction allemand et portugais qui ont été faits. Donc en tout cas, si quelqu'un écoute et qui veut faire la traduction en français, mais en tout cas, le livre en anglais, ça s'appelle Movement. Et c'est un livre qui est assez intéressant parce que c'est écrit par un journaliste qui écrivait sur la mobilité aux Pays-Bas. Et puis, en écrivant sur la mobilité, elle a rencontré un professeur de vélo, Marco Stoet, et ils ont fait une échange qui était assez intéressant parce que c'est un peu un trajet qui aide à mettre tout ce qu'on voit comme mobilité aujourd'hui dans la perspective de siècle passé. Et de toutes les décisions qui étaient prises en années 60 et comment on peut pas à pas peut-être changer certaines décisions. Et c'est assez intéressant parce que même comme professionnel qui travaille dans la mobilité chaque jour, on est assez focusé sur ce qu'il arrive aujourd'hui, 7 mois, peut-être cette année, mais quand on voit ça plus dans une perspective de certaines années avant, ça aide un peu de contextualiser et ça aide aussi d'avoir un esprit plus fraîche pour peut-être regarder des solutions qui sont sur un niveau plus haut. Et en tout cas, cette conversation, c'est un peu une réflexion, auto-réflexion qui, par cette conversation entre cette journaliste et cette professeure, ont été faits. Et pour moi, ça, c'était intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qu'il y a une certaine pensée unique, mais c'est vraiment cet échange, cette contradiction parfois qui est intéressant à lire. Donc, le livre s'appelle Movement. C'est par Talia Verkade et Marco Stoet. Et ça existe déjà en allemand, portugais, anglais et néerlandais. Donc, si quelqu'un veut le traduire en français, je crois en tout cas que c'est quelque chose qui est très intéressant dans le contexte français aussi, parce que vous êtes dans cette phase où beaucoup est en train de changer. C'est parfait, c'est intéressant. Moi, comme observateur externe, c'est très intéressant de voir tout ce qui est en train de se passer. Mais peut-être cette réflexion de où on vient et on va vers où peut être intéressant de mettre les choses en perspective. Voilà. Merci beaucoup pour cette recommandation. On mettra les liens en description du podcast. Et puis, si on a un traducteur qui nous écoute, on sait. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, peut-être à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation.